Deux pauvres jumelles demandent à une femme milliardaire de devenir leur maman, et sa réponse les laisse sans voix. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si cette vidéo t'est tombée dessus au bon moment, fais-le moi savoir avec ton emoji préféré. Le vent de décembre soufflait dans le centre-ville de Paris, tandis que Ruby et Rose, deux jumelles de 6 ans, pressaient leur visage contre la vitre givrée des portes tournantes du Delacroix Grand Hôtel. Leur souffle embuait la surface immaculée, alors qu'elles observaient l'élégante femme vêtue d'un manteau crème sur mesure traverser le hall en marbre. « C'est elle, Ruby », murmura Rose en tirant sur la veste rose usée de sa sœur, la dame de la télévision. Victoria Delacroix se déplaçait comme une reine dans son empire, ses cheveux blonds platine reflétant la lumière des lustres en cristal. À 33 ans, elle imposait le respect dans tous les coins de l'industrie hôtelière. Ses hôtels Delacroix embellissaient les horizons de toute l'Amérique, chacun témoignant de son sens des affaires impitoyable. Les jumelles avaient planifié ce moment depuis des semaines, depuis qu'elles avaient vu Victoria, aux informations du matin, discuter de sa dernière acquisition hôtelière. Quelque chose dans son assurance farouche les avait captivées, même si elles ne pouvaient pas vraiment expliquer pourquoi. « Les filles, on doit y aller », dit Marc doucement derrière elles. La voix de leur père trahissait la fatigue d'un homme qui venait de terminer sa 3e journée de 12 heures consécutives à nettoyer des immeubles de bureaux. À 29 ans, les rides autour de ses yeux témoignaient des fardeaux qu'aucun jeune père ne devrait porter seul. « S'il te plaît, papa », supplia Ruby, le sourire tremblant. « Juste 5 minutes. » Marc s'agenouilla à côté de ses filles, son uniforme de concierge sentant encore le produit nettoyant industriel. « Ce n'est pas notre monde, ma chérie. Mademoiselle Delacroix est très occupée. » Mais les jumelles avaient déjà franchi la porte tournante, leurs petites silhouettes disparant dans le hall somptueux comme des souris entrant dans un palais. Le cœur de Marc battait à tout rompre tandis qu'il se précipitait derrière elle, sachant que la sécurité les escorterait dehors en quelques secondes. Victoria s'arrêta au comptoir de la conciergerie, revoyant l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du lendemain sur sa tablette. L'Empire Delacroix était passé d'un simple hôtel-boutique à une société multimilliardaire sous sa direction. Mais le succès exigeait une vigilance constante. Elle avait bâti sa fortune en gardant 3 longues sur ses concurrents et en ne montrant jamais aucune faiblesse. « Excusez-moi, madame. » La petite voix était à peine audible dans le bruit ambiant du hall. Victoria continua à lire, pensant qu'un membre du personnel se chargerait du touriste qui s'était égaré dans son établissement phare. « Madame, nous avons quelque chose de très important à vous demander. » Cette fois, Victoria baissa les yeux. 2 visages identiques la fixaient, leurs yeux bruns écarquillés de détermination. Leurs manteaux usés pendaient sur leur petit corps, et leurs baskets avaient connu des jours meilleurs. Tout en eux criait la pauvreté, mais ils se tenaient debout avec une dignité surprenante. Les agents de sécurité se dirigeaient déjà vers eux, mais Victoria leva subtilement la main pour les arrêter. Quelque chose chez ses enfants intriguait Victoria. Peut-être leur audace à s'approcher de quelqu'un qui terrifiait des cadres supérieurs chevronnés. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle en s'accroupissant à leur hauteur. « Je m'appelle Ruby, et voici Rose », annonça la jumelle légèrement plus grande. « Nous avons 6 ans, et nous vivons dans les appartements de Maple Street avec notre papa. » L'expression de Victoria restait neutre, même si elle reconnaissait l'adresse. Le complexe de logements sociaux se trouvait à l'ombre de son quartier hôtelier, rappelant cruellement les divisions économiques de la ville. « Que vouliez-vous me demander ?» Rose s'avança, la voix à peine plus qu'un murmure. « Nous voulons savoir si vous voulez être notre maman. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi à la gravité elle-même. Victoria Delacroix, qui avait affronté des rachats hostiles et des négociations portant sur des milliards de dollars sans broncher, se retrouva sans voix. Le bruit ambiant du hall sembla s'estomper, tandis qu'elle assimilait cette demande impossible. Marc apparut derrière les jumelles, le visage rouge de honte et de panique. « Les filles, je suis vraiment désolé, mademoiselle Delacroix. Elles en parlent depuis des semaines, mais je n'aurais jamais pensé. Vos filles sont très courageuses. » Victoria l'interrompit d'une voix mesurée. Elle observa le trio devant elle. Un père en difficulté et 2 petites filles dont l'audace défiait leur situation. Ruby fouilla dans sa poche et en sortit une photo froissée, déchirée dans un magazine. On y voyait Victoria lors d'un gala de charité, souriant à la caméra dans une élégante robe noire. « On a découpé ça et on l'a mis sur notre frigo », expliqua Ruby. Rose dit « Tu avais l'air d'une maman qui fait de gros câlins ». Victoria prit la photo usée, remarquant les petites mains qui avaient soigneusement tracé le contour de son image avec un crayon jaune. Personne ne l'avait jamais regardée et vu en elle un potentiel maternel. Le monde des affaires la connaissait comme la reine de glace de l'hôtellerie, une femme qui privilégiait les marges bénéficiaires aux relations personnelles. « Pourquoi moi ?» demanda Victoria avec une curiosité sincère. « Il y a beaucoup de femmes à Paris qui pourraient être de bonnes mères. »« Parce que tu es forte, » répondit Rose simplement, « et jolie. »
Et à la télévision, ils disent que tu aides les gens en leur donnant du travail. Mais surtout parce que tu as l'air de pouvoir nous protéger de tout, ajouta Ruby, sa voix empreinte d'une gravité qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait comprendre. Victoria sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis son enfance. Ces petites filles ont vu en elle quelque chose qu'elle avait enfoui sous des années d'ambition professionnelle et de barrières émotionnelles. Elles ont vu un potentiel d'amour là où le monde ne voyait qu'une réussite professionnelle. Marc s'avança, la voix chargée d'émotion. « Je suis désolé, mademoiselle Delacroix. Leur mère, elle nous a quittés il y a 3 ans. J'ai essayé d'être à la hauteur pour elles, mais elles veulent une vraie famille. » Victoria finit en regardant les jumelles. « Papa travaillait très dur, » expliqua Rose. « Mais il est parfois triste quand il pense que nous dormons. Nous l'entendons pleurer. Et nous avons pensé que si nous avions une maman, papa ne serait peut-être pas si fatigué tout le temps, » ajouta Ruby. Victoria se leva lentement, son esprit passant en revue 1000 raisons logiques de refuser poliment et de les renvoyer. C'était de la folie. Elle avait des réunions du conseil d'administration, des acquisitions à finaliser, un empire à diriger. Les enfants n'avaient pas leur place dans sa vie soigneusement orchestrée. Mais en regardant leur visage plein d'espoir, quelque chose changea. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Victoria Delacroix envisageait une voie qui n'avait rien à voir avec le profit et tout à voir avec Victoria. Delacroix occupait tout le 42e étage du Delacroix Grand, offrant une vue panoramique sur les toits de Paris. Elle s'était réfugiée ici après sa rencontre dans le hall, mais les visages des jumeaux hantaient chaque surface vitrée. « Annule mes réunions de l'après-midi », ordonna-t-elle à son assistante via l'interphone, sa voix ne trahissant en rien le tumulte qui l'agitait. La photo froissée du magazine gisait sur son bureau en acajou, contrastant fortement avec les rapports trimestriels et les propositions d'acquisition qui l'entouraient. Victoria avait bâti sa fortune en prenant des décisions calculées basées sur des données et des analyses de marché. Les enfants étaient des variables qu'elle n'avait jamais prises en compte dans ses calculs. Son téléphone vibra pour la 3e fois. C'était son partenaire commercial, Richard Beaumont, mais elle laissa le message. Comment pourrait-elle expliquer que 2 enfants de 6 ans avaient ébranlé les fondations de tout ce qu'elle pensait vouloir? 20 étages plus bas, Marc guida ses filles à travers la porte tournante de l'hôtel pour rejoindre l'avenue de la Seine. Les jumelles marchaient dans un silence inhabituel, leurs petites mains serrées dans les siennes, calleuses. « Elle n'a pas dit non », murmura finalement Rose, son souffle formant de petits nuages dans l'air de décembre. « Elle n'a pas dit oui non plus », répondit Ruby, même si sa voix trahissait plus d'espoir que de déception. Marc s'arrêta de marcher et s'agenouilla devant elle, ses genoux touchant le trottoir froid. « Les filles, ce que vous avez fait là-bas était très courageux. Mais mademoiselle Delacroix a une vie différente de la nôtre. Elle a probablement des réunions et des affaires importantes à régler. Mais elle vous a écouté. Papa, » l'interrompit Rose. « Elle aurait pu demander à la sécurité de nous faire partir, mais elle a écouté toute notre question. Et elle a gardé notre photo, » ajouta Ruby, se souvenant comment Victoria avait gardé la coupure de magazine même après leur explication. Marc soupira et serra ses filles contre lui. La vérité était qu'il avait plus de mal qu'elle ne le pensait. Avec 3 boulots pour garder leur petit appart et mettre de la bouffe sur la table, il lui restait peu d'énergie pour être le père qu'elle méritait. Les jumelles avaient besoin de stabilité, de conseils et d'opportunités qu'ils ne pouvaient pas leur offrir tout seuls. On devrait peut-être laisser tomber. « Non », dirent les 2 filles en même temps, leur détermination le surprenant. « On a prié pour ça, papa », expliqua Rose. « Tous les soirs pendant 2 semaines, et aujourd'hui on a l'impression d'avoir reçu une réponse. Même si elle dit non, au moins on aura essayé », ajouta Ruby avec une sagesse qui dépassait son âge. De retour dans son bureau, Victoria se retrouva à faire des recherches sur un sujet auquel elle n'avait jamais pensé, ce que signifiait être mère. Internet proposait d'innombrables articles sur l'éducation des enfants, mais aucun ne traitait de sa situation particulière. Comment une femme d'affaires milliardaire sans expérience familiale pouvait-elle répondre aux besoins de 2 filles de 6 ans? Son téléphone sonna à nouveau. Richard était toujours aussi insistant. « Victoria, où es-tu? L'acquisition Henderson ne se fera pas toute seule, et le conseil d'administration nous met la pression au sujet de l'expansion à Miami. Richard, hypothétiquement, que penses-tu que je prenne des responsabilités supplémentaires en dehors de l'entreprise ?» Un silence s'installa au bout du fil. Quel genre de responsabilité? S'il te plaît, ne me dis pas que tu envisages à nouveau cette ridicule course au poste de gouverneur. Quelque chose de plus personnel. Victoria Delacroix et responsabilité personnelle dans la même phrase. Tu te sens bien? Elle raccrocha sans répondre, agacée par son ton dédaigneux, mais comprenant sa confusion. En 15 ans de partenariat, elle n'avait jamais manifesté d'intérêt pour autre chose que l'expansion de leur empire hôtelier. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Entrez. Son assistante, Marguerite, entra avec une hésitation inhabituelle. « Mademoiselle Delacroix, il y a un mec en bas qui veut te parler. »
Il dit qu'il est le père des 2 petites filles de tout à l'heure. Le pouls de Victoria s'accéléra. Faites-le monter. Quelques minutes plus tard, Marc se tenait à l'entrée de son bureau, son uniforme de travail remplacé par une chemise légèrement froissée boutonnée et un pantalon kaki usé. Il avait clairement fait un effort pour avoir l'air présentable, même si son énergie nerveuse remplissait la pièce. Monsieur Moreau. Marc Moreau. Il resta près de la porte. Il semblait avoir peur de s'aventurer plus loin dans cet espace somptueux. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Victoria en désignant l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. Marc s'assit sur le bord du siège, les mains calleuses crispées. « Je voulais m'excuser encore une fois pour ce qui s'est passé en bas. Les filles ont traversé une période difficile et parfois, elles disent des choses sans réfléchir à ce qui est arrivé à leur mère. » La question directe le prit au dépourvu. Nous étions jeunes quand elles sont nées, à peine sorties du lycée. Angela a essayé de gérer son rôle de mère, mais elle se sentait piégée. Un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé une note disant qu'elle avait besoin de se retrouver. C'était il y a 3 ans. 3 ans. 2 mois et 16 jours, confirma Marc. Cette précision révélait à quel point l'abandon l'avait affectée. Victoria observait cet homme qui avait élevé ses jumelles tout seul, tout en cumulant plusieurs jobs. Sa dignité tranquille lui rappelait son propre père, qui avait travaillé dans le bâtiment pour financer ses études universitaires et ses études de commerce. « Pourquoi tu les as pas découragés de venir me parler ?» Marc a croisé son regard directement. « Parce que je les ai jamais vus aussi excités par quoi que ce soit. Quand elles parlent de toi, leur visage s'illumine. Cela fait 3 ans que je ne les ai pas vues aussi heureuses à l'idée de fonder une famille. Je ne sais rien des enfants. Moi non plus, quand Angela est partie. Mais les filles voient en toi quelque chose que tu ne vois peut-être pas toi-même. » Victoria se leva et se dirigea vers les baies vitrées. La silhouette de Paris s'étendait à l'infini devant elle. « Que me demandez-vous exactement, monsieur Moreau ?»« Je ne te demande rien, » répondit Marc doucement. « Mais s'il y a ne serait-ce qu'une petite partie de toi qui est curieuse de savoir ce qu'ils t'ont proposé, tu pourrais peut-être passer un peu de temps à les connaître avant de te décider. » La suggestion resta suspendue entre eux comme un pont au-dessus d'un gouffre impossible à franchir. Victoria avait relevé tous les défis du monde des affaires, mais l'idée que 2 petites filles la regardent avec confiance et espoir la terrifiait plus que n'importe quelle acquisition d'entreprise. « Et si je décide que ce n'est pas approprié, tu leur diras honnêtement et on trouvera un moyen de les aider à comprendre. » Victoria se retourna vers lui, voyant quelque chose dans son expression qui la surprit. Ce n'était ni du désespoir, ni de l'opportunisme. C'était un père qui voulait que ses filles aient toutes les chances d'être heureuses, même si cela signifiait risquer le rejet. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. Marc se leva, le soulagement se lisant dans son attitude. C'est tout ce qu'elle pouvait demander. C'est tout ce que nous pouvions tous demander. Alors qu'il atteignait la porte, Victoria l'appela. « Monsieur Moreau, qu'est-ce qui leur a fait penser que j'étais la bonne personne à qui s'adresser ?» Marc sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans son bureau. « Elles ont dit que vous aviez l'air d'une personne qui tient ses promesses. Dans leur monde, c'est la qualité la plus importante qu'une mère puisse avoir. » Longtemps après son départ, Victoria resta à la fenêtre, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller à la tombée de la nuit. Elle n'avait jamais fait de promesse à un enfant. Le poids de cette responsabilité potentielle lui semblait plus lourd que toutes ses obligations professionnelles réunies. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui murmurait que peut-être, juste peut-être, Ruby et Rose Moreau avaient vu en elle quelque chose qui valait la peine d'être découvert. La fondation de la Croix occupait le 5e étage du siège social de Victoria, dans le centre-ville, un espace qu'elle avait créé principalement pour des raisons fiscales et de relations publiques. Elle s'y rendait rarement en personne, préférant laisser les activités caritatives à son personnel. Mais ce jeudi matin, elle examinait les dossiers de la Fondation avec un intérêt sans précédent. « Sortez tout ce que nous avons sur les initiatives en faveur des enfants pauvres », ordonna-t-elle à la directrice de la Fondation, une femme sérieuse nommée Catherine Mills, qui avait été surprise par l'implication soudaine de Victoria. « Envisagez-vous d'étendre nos programmes d'aide aux familles ?» demanda Catherine avec espoir. « Nous avons reçu des demandes de plusieurs organisations locales pour une augmentation des fonds. Quelque chose comme ça, » répondit Victoria, pas prête à expliquer sa vraie motivation. Les dossiers donnaient une image sombre des enfants défavorisés de Paris. Les statistiques sur les familles monoparentales, l'insécurité alimentaire et les inégalités en matière d'éducation remplissaient rapport après rapport. Victoria s'est retrouvée à chercher les visages de Ruby et Rose sur toutes les photos d'enfants bénéficiant des programmes locaux. Ces recherches ont été interrompues par un appel inattendu du concierge de l'hôtel. « Mademoiselle Delacroix, 2 jeunes filles sont ici et demandent si elles peuvent vous attendre dans le hall. Elles disent avoir quelque chose d'important à vous montrer. » Le pouls de Victoria s'est accéléré. « Je descends tout de suite. » Elle trouva les jumelles assises sur le bord d'un énorme fauteuil en cuir,
les jambes balancées à quelques centimètres du sol. Aujourd'hui, elles portaient clairement leurs plus beaux vêtements, des robes rouges assorties qui semblaient faites à la main et des chaussures noires cirées pour briller malgré leur âge. « On t'a apporté quelque chose », annonça Ruby dès que Victoria s'approcha. Rose sortit délicatement une enveloppe en papier craft d'un petit sac à dos recouvert d'autocollants en forme de papillon. « On a fait ça à l'école pendant le cours d'art plastique. » Victoria ouvrit l'enveloppe et découvrit une image dessinée à la main qui lui serra la gorge. Des crayons de couleur représentaient les 3 personnages. 2 petites filles avec des nattes encadraient une grande. À l'intérieur, Victoria trouva un dessin qui lui serra la gorge. Des personnages dessinés au crayon les représentaient toutes les 3. 2 petites filles avec des nattes encadraient une grande femme aux cheveux blonds. Au-dessus d'elle, des lettres soigneusement imprimées formaient le mot « Notre famille ». « Madame Dubois nous a aidés pour l'orthographe », expliqua Rose. « C'est notre prof. Mais on a dessiné tous les personnages nous-mêmes », ajouta Ruby fièrement. « La grande dame, c'est toi et nous, c'est nous. On t'a mise au milieu parce que c'est là que les mamans vont dans les photos de famille. » Victoria s'agenouilla à leur hauteur, tenant le dessin de ses mains qui tremblaient légèrement. « C'est très beau. Tu aimes la maison qu'on a dessinée derrière nous ?» Rose désigna une structure colorée qui ressemblait plus à un château qu'à une vraie maison. « On l'a faite assez grande pour qu'on puisse tous y entrer, même papa. En parlant de ton père, il sait que tu es ici ?» Les jumelles échangèrent des regards coupables. « Il travaille dans le grand immeuble de bureaux de State Street », avoua Ruby. « On a pris le bus toute seule. » « Vous avez pris le bus ?» L'instinct protecteur de Victoria l'a surpris par son intensité. « Vous faites ça souvent ?»« Parfois, quand papa ne peut pas venir nous chercher à l'école », expliqua Rose d'un ton neutre. On sait à quel arrêt descendre. La désinvolture avec laquelle elle décrivait se déplacer seule dans la ville à 6 ans en disait plus long sur leur situation que n'importe quelle statistique sur la pauvreté. Ces enfants avaient été contraints de développer une indépendance qui aurait dû leur prendre des années. « Vous voulez voir où je travaille ?» demanda Victoria sans réfléchir. Leurs visages s'illuminèrent comme le matin de Noël. « Vraiment ? Ton vrai bureau ? Mon vrai bureau ?» L'ascenseur qui les emmena au 42e étage fut rempli de chuchotements excités et d'émerveillement. Victoria a réalisé qu'elle voyait son lieu de travail à travers leurs yeux. Le hall en marbre, les lustres en cristal et la vue panoramique qu'elle avait fini par considérer comme acquise lui semblaient soudainement magiques à nouveau. « Waouh !» s'est exclamée Rose en entrant dans le bureau de Victoria. « On peut voir le monde entier d'ici. » « Pas tout à fait le monde entier », a souri Victoria. « Mais une bonne partie de Paris. » Ruby s'est immédiatement dirigée vers la photo de famille sur le bureau de Victoria, le seul objet personnel dans cet espace autrement stérile. « C'est ta maman et ton papa ?» « Oui, cette photo a été prise il y a environ 10 ans avant leur décès. »« Ils sont au ciel maintenant ?» a demandé Rose avec l'acceptation naturelle que les enfants montrent face à des sujets difficiles. « Je crois que oui. Il te manque ?» Ruby grimpa sur l'une des chaises face au bureau de Victoria. Son petit corps était presque englouti par le cuir. Rose rejoignit sa sœur et soudain, l'imposant bureau de Victoria sembla plus chaleureux grâce à leur présence. « C'est pour ça que tu n'as pas de famille ? Parce qu'il te manque trop ?» La question frappa Victoria avec une force inattendue. Elle avait passé des années à ériger des murs autour de son cœur, se convainquant que la réussite professionnelle était une source de satisfaction suffisante. Mais en regardant ses 2 petites filles, elle réalisa qu'elle avait fui précisément ce qu'elle avait perdu lorsque ses parents étaient morts. Le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle-même. « Peut-être », admit-elle doucement. « On pourrait t'aider à ne pas être triste qu'il te manque », proposa Ruby avec l'assurance d'une enfant de 6 ans. « Quand maman nous manque, on se fait un câlin, et ça rend la tristesse moins forte. Et on pourrait te raconter des histoires sur eux », ajouta Rose. « On est très doués pour inventer des histoires qui réconfortent les gens. » Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux. Une réaction émotionnelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ses enfants lui offraient du réconfort, alors que, en toute logique, c'était elle qui devait leur apporter stabilité et attention. « Vous voulez rencontrer quelques-unes des personnes qui travaillent ici ?» demanda-t-elle, désespérée de retrouver son sang-froid. L'heure suivante passa dans un tourbillon de présentations et de cris de joie lorsque les jumelles découvrirent les différents départements de l'Empire de Victoria. Son personnel, d'habitude réservé, se surprit à sourire devant l'enthousiasme et les questions réfléchies des filles. Dans la salle de pause des cadres, Ruby examina attentivement la machine à café, tandis que Rose étudiait le mur couvert des récompenses et distinctions que Victoria avait remportées au fil des ans. « Il faut être vraiment intelligent pour obtenir tous ces prix », remarqua Rose. « J'ai travaillé très dur », répondit Victoria. « Papa travaille aussi très dur, mais il n'a pas de prix sur le mur », dit Ruby d'un air pensif. Peut-être qu'en travaillant dur dans différents domaines, on obtient différents types de prix. La sagesse de cette simple observation frappa Victoria profondément. Les prix de Marc Moreau n'étaient pas accrochés au mur du bureau.
Ils étaient juste là. Deux petites filles brillantes, aimantes et résilientes qui adoraient leur père malgré leur situation. « Les filles, j'ai quelque chose d'important à vous demander », dit Victoria en s'installant dans un fauteuil en face d'elle. « Qu'est-ce que vous attendriez de moi si je devenais votre maman? Comment vous imaginez ça ?» Les jumelles réfléchirent à la question avec le sérieux qu'elles accordaient à toutes les questions importantes. « Eh bien, » commença Ruby lentement, « tu viendrais voir nos spectacles à l'école, et tu nous aiderais à faire nos devoirs, et tu nous apprendrais à être fortes comme toi. Et tu veillerais à ce qu'on mange des légumes, qu'on se brosse les dents, et qu'on ait des manteaux chauds en hiver, » ajouta Rose. « Et tu nous raconterais des histoires avant de nous coucher. Tu nous embrasserais sur le front, et tu nous dirais que tu nous aimes avant qu'on s'endorme, » continua Ruby. « Et quand on aurait peur ou qu'on serait triste, tu nous serrerais dans tes bras jusqu'à ce qu'on se sente mieux, » a conclu Rose. Leurs attentes étaient si basiques, si fondamentales. Pourtant, Victoria a réalisé qu'elle lui demandait tout ce qu'elle n'avait jamais appris à donner. L'amour, l'attention, la sécurité, le réconfort, le vocabulaire émotionnel qu'elle avait systématiquement éliminé de sa vie pour réussir dans les affaires. « Et qu'est-ce que tu voudrais que je retire du fait d'être votre mère ?» a-t-elle demandé. Les jumelles ont semblé perplexes face à cette question. Comprendre, qu'est-ce qu'on aurait en échange? Ruby et Rose se regardèrent. Puis Rose parla pour toutes les deux. « Tu nous auras, on t'aimera plus que tout au monde. Ça ne te suffit pas ?» À ce moment-là, Victoria Delacroix, qui avait bâti un empire en calculant le rendement de chaque investissement, a compris que certains échanges ne pouvaient pas se mesurer en marge bénéficiaire ou en valorisation d'entreprise. Certains retours se présentaient sous la forme de petites mains qui se glissaient dans les vôtres, de voix qui vous appelaient « maman » et de cœurs qui vous offraient leur amour sans condition ni contrat. « Oui », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Ce serait plus que suffisant. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, la peur l'étreignit. Et si elle n'était pas capable d'être ce dont elles avaient besoin? Et si son cœur avait été fermé depuis si longtemps qu'elle ne pouvait plus retrouver la chaleur qu'il méritait? Les jumelles semblaient sentir son incertitude. Sans dire un mot, elles descendirent de leur chaise et se placèrent de chaque côté d'elle, chacune prenant une de ses mains. « C'est normal d'avoir peur, » dit Ruby doucement. « Nous aussi, nous avons peur. Mais papa dit que parfois, les meilleures choses arrivent quand on est assez courageux pour essayer quelque chose qui nous fait peur. » Victoria baissa les yeux vers leurs petits visages, voyant non seulement les enfants qu'elles étaient, mais aussi les jeunes femmes qu'elles deviendraient. Avec des conseils, du soutien et de l'amour, ces filles pourraient accomplir n'importe quoi. Elles pourraient changer le monde. Mais d'abord, elles devaient tout risquer pour leur donner cette chance. L'appel arriva à 6h30 du matin, tirant Victoria d'un sommeil paisible, le premier depuis des jours. La voix de Marc Moreau trahissait une panique à peine contenue. « Mademoiselle Delacroix, je suis désolé de vous déranger si tôt, mais Rose est malade, vraiment malade. Je l'ai emmenée aux urgences il y a 1 heure et il pense que c'est une pneumonie. » Victoria était déjà en train d'attraper ses vêtements. « Quel hôpital ? Paris Général. Mais tu n'as pas besoin de venir, j'y serai dans 20 minutes. » Elle n'avait jamais traversé le centre-ville de Paris avec une telle urgence. Sa Mercedes slalomait dans la circulation matinale tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Depuis quand ses enfants étaient-ils devenus si importants pour elle que l'idée que l'un d'eux soit gravement malade lui causait une telle douleur dans la poitrine? Le service pédiatrique de l'hôpital général de Paris contrastait fortement avec le luxe auquel elle était habituée. Les néons clignotaient au-dessus de sa tête et les murs portaient les traces d'un sous-financement et d'une utilisation excessive. Victoria trouva Marc qui faisait les 100 pas devant une salle marquée « Observation pédiatrique ». Ses cheveux étaient ébouriffés et ses vêtements de la veille étaient froissés par une nuit blanche. « Comment va-t-elle » demanda Victoria, légèrement essoufflée après avoir couru dans les couloirs de l'hôpital avec ses talons de créateur. Sa fièvre est tombée il y a environ 1 heure, mais ils veulent la garder en observation. Le médecin dit que ce n'est pas aussi grave qu'il le pensait au début, mais Marc passa une main dans ses cheveux, les laissant en bataille. « Mais tu étais terrifiée » finit Victoria qui comprenait parfaitement. « Je n'arrêtais pas de penser à ce qui arriverait à Ruby si quelque chose arrivait à Rose, ou à ce qui arriverait à toutes les deux si quelque chose m'arrivait. Je n'ai pas de famille pour les prendre, je n'ai pas de plan de secours, il n'y a que nous. » À travers la vitre de la salle d'observation, Victoria pouvait voir Ruby recroquevillée sur une chaise à côté du lit d'hôpital de Rose, sa petite main serrant les doigts de sa jumelle. Rose semblait dormir, sa respiration était régulière, mais laborieuse. « L'assurance couvrira la plupart des frais, » continua Marc d'une voix tendue. « Mais il y aura quand même des factures à payer. Je ferai des heures supplémentaires. Je vais peut-être voir si je peux trouver du travail le week-end dans le quartier des hôtels. »« Non » dit Victoria fermement. « Tu ne feras pas ça. » Marc leva les yeux, surpris. « Mademoiselle Delacroix, je ne peux pas vous demander ça. Tu ne me le demandes pas, je te le dis.
Le ton de Victoria était sans appel. Pas de discussion. Tout ce que l'assurance ne couvrira pas, je m'en occuperai. Je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est Victoria chercha les mots justes. C'est ce que font les membres d'une famille. Les mots restèrent suspendus entre eux, reconnaissant quelque chose qui s'était développé depuis leur première rencontre dans le hall de l'hôtel. Quoi qu'il se passe entre Victoria et les jumeaux, cela avait dépassé le stade de la curiosité ou de la fascination passagère. Un médecin sortit de la chambre de Rose, un bloc-notes à la main et les yeux cernés par la fatigue. « Monsieur Moreau, bonne nouvelle. Les radiographies thoraciques montrent une amélioration et son taux d'oxygène se stabilise. Nous devrions pouvoir la laisser sortir cet après-midi. » Un soulagement envahit le visage de Marc. « Merci, docteur Petit. Merci beaucoup. » Alors que le médecin passait à d'autres patients, Victoria remarqua Ruby, qui jetait un œil à travers la vitre d'observation. Le visage de la petite fille s'illumina lorsqu'elle aperçut Victoria et elle se précipita hors de la chambre pour se jeter dans les bras de Victoria. « Tu es venue ?» murmura Ruby contre le manteau de Victoria. « Rose t'a appelé, mais je n'étais pas sûre. Bien sûr que je suis venue. » Victoria se surprit à caresser les cheveux de Ruby, ce geste lui semblant étonnamment naturel. « Comment vas-tu, ma chérie ? J'ai eu très peur. » Rose ne pouvait plus respirer et elle avait très chaud. « J'ai cru qu'elle allait partir au paradis comme ta maman et ton papa. » La peur brute dans la voix de Ruby ouvrit une brèche dans le cœur de Victoria. Elle s'agenouilla à la hauteur de la petite fille et prit ses petites mains dans les siennes. « Rose va s'en sortir. Les médecins l'ont soignée et elle sera bientôt de nouveau en forme. Tu restes jusqu'à ce qu'elle se réveille ? Elle a demandé après toi. » Victoria jeta un coup d'œil à Marc qui acquiesça pour lui donner la permission. « Bien sûr que je vais rester. » Les heures suivantes se passèrent tranquillement dans la chambre de Rose. Victoria se surprit à prendre naturellement le rythme de vérifier la température de la petite fille pour voir si elle avait de la fièvre, d'ajuster ses couvertures et de lui lire tranquillement des histoires tirées d'un livre que Ruby avait apporté de la maison. Lorsque Rose se réveilla enfin, ses premiers mots furent « Maman est venue ?» La façon désinvolte dont elle dit « Notre maman a frappé Victoria comme un coup physique. » Ses enfants l'avaient déjà adoptée, l'avaient déjà intégrée dans leur conception de la famille avant qu'elle n'ait pris aucun engagement officiel. « Je suis là », dit Victoria doucement en s'approchant du lit. Le sourire de Rose était faible, mais sincère. « Je savais que tu viendrais. Les mamans viennent toujours quand leurs bébés sont malades. Comment tu te sens ? Mieux maintenant que tu es là. » Rose a cherché la main de Victoria qui avait toujours la perfusion collée à son petit poignet. Ruby pleurait parce qu'elle pensait que je pouvais mourir et qu'elle se retrouverait seule. Ruby ne sera jamais seule. Victoria s'est surprise à faire cette promesse. Et toi non plus, parce que tu vas être notre vraie maman. La question est restée en suspens, sous le regard Marc qui observait tranquillement depuis le fauteuil dans le coin. Victoria réalisa que c'était le moment de vérité, le moment où elle devait décider si ses sentiments grandissants pour ses enfants étaient suffisamment sincères pour prendre des décisions qui changeraient sa vie. En regardant les yeux pleins d'espoir de Rose, en voyant la main de Ruby se glisser confiante dans la sienne, en sentant le poids du regard reconnaissant de Marc, Victoria sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. « Oui », dit-elle doucement, « si c'est ce que vous voulez, j'aimerais être votre vraie maman. » La joie qui illumina le visage des deux filles valait tous les risques, toutes les peurs, toutes les incertitudes qui les attendaient. Ruby se jeta dans les bras de Victoria, tandis que Rose lui serrait la main avec une force surprenante. « Vraiment, vraiment ?» demanda Ruby, la voix étouffée par épaule de Victoria. « Vraiment, vraiment ?» Victoria confirma, surprise par la justesse de ses mots. Marc s'éclaircit la gorge, les yeux étrangement brillants. « Les filles, c'est une décision importante dont nous devons discuter tous ensemble. Il y a des aspects juridiques à prendre en compte. »« Et papa ?» interrompit Rose avec la franchise d'une enfant de 6 ans. « Tu veux que Madame Victoria soit notre maman ?» Marc regarda Victoria, voyant dans son expression quelque chose qu'il ne s'était jamais attendu à trouver. Ce n'était pas une femme riche faisant un geste charitable. C'était quelqu'un qui avait découvert qu'elle était capable d'un amour qu'elle ne savait pas posséder. « Je pense, dit Marc avec précaution, que si Mademoiselle Victoria veut faire partie de notre famille, nous serions les personnes les plus chanceuses de Paris. Dans le monde entier, corrigea Ruby avec sérieux. Dans le monde entier, acquiesça Marc. Alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, Victoria tenait un enfant endormi dans ses bras tandis que l'autre bavardait tranquillement de toutes les choses qu'ils feraient ensemble comme une vraie famille. Elle avait bâti un empire en prenant des risques calculés. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était comme rentrer chez elle, dans un endroit qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Mais même au milieu de ce bonheur retrouvé, une petite voix au fond de son esprit lui murmurait des avertissements. Que savait-elle vraiment sur l'éducation des enfants ? Sur le fait d'être le genre de mère que ses petites filles méritaient ? Et si ses meilleures intentions ne suffisaient pas à surmonter une vie entière de barrières émotionnelles et de priorités professionnelles?
Les questions devraient attendre. Pour l'instant, il lui suffisait de sentir les petites mains qui lui faisaient entièrement confiance et de savoir que quoi qu'il arrive, elle y ferait face en tant que mère de Ruby et Rose. Ce mot lui semblait encore étranger sur sa langue, mais son cœur apprenait déjà à faire de la place pour tout l'amour qu'il impliquait. Le cabinet d'avocat de Victoria occupait 3 étages d'une tour de verre surplombant le lac Michigan, et elle ne s'était jamais sentie aussi déplacée dans cet environnement familier. En face d'elle, l'avocate Jennifer Vasseur feuilletait des documents avec l'efficacité de quelqu'un qui traitait des affaires complexes de garde d'enfants depuis 20 ans. « Je dois vous poser la question », dit Jennifer en levant les yeux de ses papiers. « Êtes-vous absolument certaine de votre décision, Victoria ? Adopter des jumeaux de 6 ans est un changement de vie important, même dans des circonstances normales. Qu'entendez-vous exactement par « circonstances normales » répondit Victoria, se mettant sur la défensive. En général, l'adoption fait suite à une longue préparation, à des cours sur le rôle de parent, à des enquêtes sur le foyer et à des évaluations psychologiques. Vous proposez d'intégrer 2 enfants dans un mode de vie qui est... Jennifer marqua une pause diplomatique exigeant. J'ai restructuré des entreprises du Fortune 500. Je pense pouvoir gérer la logistique de la vie de famille. L'expression de Jennifer s'adoucit. Victoria, diriger une entreprise et élever des enfants requiert des compétences totalement différentes. Les enfants ont besoin de cohérence, de disponibilité émotionnelle et de routine quotidienne. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit présent, pas seulement d'un soutien financier. La critique fit mal à Victoria, car elle en reconnaissait la validité. Elle avait passé le week-end à faire des recherches sur le développement de l'enfant et les stratégies parentales. Mais la théorie lui semblait insuffisante face à la réalité de 2 petites filles qui dépendraient d'elle pour tout. Que recommandez-vous ? Une transition progressive. Passe beaucoup de temps avec Ruby et Rose avant de prendre des engagements juridiques. Laisse-les passer le week-end avec toi. Assiste aux événements scolaires. Mets en place des routines. Observe comment elles s'adaptent à ton monde et comment tu t'adaptes aux leurs. Le téléphone de Victoria vibrait. Son assistante lui envoyait des messages au sujet de réunions manquées et de conférences téléphoniques reportées. L'Empire de la Croix exigeait une attention constante, mais ses priorités se déplaçaient de plus en plus vers 2 enfants qui avaient besoin d'elle d'une manière que son travail ne pourrait jamais lui offrir. Combien de temps allait durer cette période de transition ? Plusieurs mois au minimum. Le tribunal voudra la preuve que tu peux offrir un environnement stable et stimulant. Tes ressources financières ne sont pas remises en question, mais ton expérience avec les enfants l'est. Après avoir quitté le cabinet d'avocat, Victoria s'est rendue à l'école primaire des jumeaux pour une réunion qu'elle avait organisée avec leur enseignante. L'école primaire Roosevelt se trouvait dans un quartier qui montrait des signes de difficultés économiques, avec des trottoirs fissurés, des équipements de jeux vieillissants et des fenêtres qui auraient besoin d'être réparées. Mais à l'intérieur, la classe de Madame Dubois, la chaleur et la créativité transformaient l'espace en un lieu magique. Ruby et Rose sont des enfants exceptionnels. Madame Dubois s'installa sur une petite chaise à côté de Victoria. Sur le plan scolaire, elles ont un niveau supérieur à celui de leur classe en lecture et en mathématiques, mais c'est leur intelligence émotionnelle qui les distingue vraiment des autres. Comment ça ? Elles sont incroyablement à l'écoute des sentiments des autres. Quand nous avons accueilli une nouvelle élève trop timide pour parler, les jumelles l'ont prise sous leur aile sans qu'on leur demande. Quand un autre enfant avait des difficultés en maths, elles lui ont proposé de l'aider pendant la récréation. Victoria a absorbé ces informations et a commencé à comprendre la personnalité de sa fille d'une nouvelle manière. Et leur comportement ? Exemplaire. Elles sont polies, serviables et remarquablement mûres pour leur âge. Parfois, j'oublie qu'ils n'ont que 6 ans. L'expression de Madame Dubois est devenue plus sérieuse. Mais cette maturité vient du fait qu'ils ont dû grandir vite. Ils s'inquiètent pour leur père d'une manière qui n'est pas normale pour des enfants. De quoi s'inquiètent-ils ? De l'argent, principalement. Ruby a demandé une fois s'il y avait des travaux qu'elle pouvait faire pour aider à payer les courses. Rose a proposé de ne pas aller aux fêtes d'anniversaire parce qu'elle sait que les cadeaux coûtent de l'argent que leur père n'a pas. Le poids de leur situation pesait lourdement sur le cœur de Victoria. Ses enfants portaient des soucis d'adultes alors qu'elle s'inquiétait des marges bénéficiaires trimestrielles et du cours des actions. « Ils parlent de vous sans arrêt », a poursuivi Madame Dubois avec un sourire. Notre devoir de dessin en famille s'est transformé en portrait détaillé de leur future vie avec maman Victoria. Ils sont absolument convaincus que tu vas changer leur vie. Pas de pression, marmonna Victoria. En fait, je pense que tu devrais te sentir honorée. En 15 ans d'enseignement, je n'ai jamais vu des enfants choisir leur propre tuteur avec une telle certitude. Ils y ont réfléchi plus attentivement que beaucoup d'adultes lorsqu'ils prennent des décisions importantes dans leur vie. Ce soir-là, Victoria se retrouva devant l'immeuble où habitaient des jumelles, dans Maple Street. Le bâtiment de 3 étages avait connu des jours meilleurs, avec sa peinture écaillée et ses fenêtres rafistolées avec du ruban adhésif.
Mais les jardinières à fleurs à certaines fenêtres et les décorations de Noël aux portes témoignaient de la fierté des habitants pour leur maison, malgré leurs ressources limitées. Marc lui ouvrit, l'air surpris. « Victoria, tout va bien ? Je voulais voir où vivent les filles pour mieux comprendre leur quotidien. » Il s'écarta pour la laisser rentrer, et Victoria remarqua immédiatement à quel point tout était impeccablement propre, malgré l'âge et la taille de l'appartement. 2 petites chambres donnaient sur un salon qui servait à la fois de salle à manger, d'espace pour faire les devoirs et de centre de divertissement. « Ce n'est pas grand, » dit Marc, suivant son regard autour de la pièce exiguë. « C'est un foyer, » répondit Victoria, avec sincérité. « Vous avez rendu cet endroit chaleureux et sûr pour elle. Tu l'as rendu chaleureux et sûr pour elle. » Les murs étaient recouverts des dessins des jumelles, de leurs récompenses scolaires et de photos retraçant leur courte vie. Victoria s'arrêta devant une photo de Marc avec ses bébés, tous deux arborant un large sourire malgré la fatigue évidente sur son jeune visage. « Ça a été pris juste après le départ d'Angela », expliqua Marc. « Je ne savais pas du tout ce que je faisais, mais ils étaient tellement heureux, tellement confiants. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Tu ne les as pas laissés tomber. Regarde ce qu'ils sont devenus. » Ruby apparut dans le couloir, les cheveux encore humides après son bain, vêtue d'un pyjama décoré de chats de dessins animés. « Maman Victoria, papa ne nous a pas dit que tu venais. » Le mot « maman » faisait encore l'effet d'une bombe dans l'esprit de Victoria, mais elle apprenait à accepter le titre que ses enfants lui avaient donné. « Je voulais voir votre maison. Vous voulez voir notre chambre ?» demanda Rose depuis le seuil, tout aussi excitée. La chambre des filles comprenait 2 lits jumeaux séparés par une table de chevet couverte de livres, de petits jouets et de la photo de Victoria qu'elles avaient soigneusement encadrée dans du papier cartonné. Sur les murs, elles avaient créé une galerie de dessins représentant leurs espoirs pour l'avenir, des pique-niques en famille, des matins de Noël, des événements scolaires avec Victoria présente. « On dort dans la même chambre parce qu'on aime être ensemble », expliqua Ruby en grimpant sur son lit et en tapotant la place à côté d'elle pour que Victoria s'assoie. « Et on se chuchote des mots doux avant de s'endormir », ajouta Rose en s'installant sur son lit. « On se raconte le meilleur moment de notre journée et ce qui nous réjouit pour demain. »« Quel a été le meilleur moment de la journée ?» a demandé Victoria. « Tu es venue voir notre maison », ont répondu les 2 filles en même temps. « Et qu'est-ce qui vous rend heureuse pour demain ? Il y a un concert à l'école et on va chanter. » Rose a dit « Tu viendras, papa doit travailler, mais tu pourrais peut-être venir à notre place. » Victoria eut la gorge serrée. Elle ne manquerait ça pour rien au monde. Le lendemain matin, Victoria réorganisa tout son emploi du temps pour assister au concert de Noël de l'école primaire. Elle se retrouva assise dans un gymnase rempli de chaises pliantes, entourée de parents armés de téléphones et d'appareils photo, attendant que 2 petites filles vêtues de robes de velours rouge montent sur scène. Lorsque Ruby et Rose apparurent avec leurs camarades de classe, leurs regards balayèrent de l'assistance jusqu'à ce qu'elles aperçoivent Victoria au 3e rang. Leur sourire aurait pu alimenter toute l'école. Ruby et Rose sont apparues avec leurs camarades de classe. Elles ont cherché Victoria dans le public jusqu'à ce qu'elles l'aperçoivent au 3e rang. Leur sourire aurait pu alimenter toute l'école en énergie. Lorsque leurs petites voix se sont jointes à 50 autres pour chanter Silent Night, Victoria a senti quelque chose changer profondément en elle. C'était ça, la famille. Être là, présente, célébrer les petits moments qui constituent le fondement de la sécurité d'un enfant. Après le concert, les jumeaux se sont précipités vers elle avec les programmes qu'ils avaient décorés de cœurs dessinés au crayon et de leurs noms écrits en lettres majuscules soignées. « Tu nous as entendus chanter ?» a demandé Ruby à bout de souffle. « Vous étiez magnifiques », a répondu Victoria en pensant chaque mot. « Tu es fière de nous ?» a demandé Rose avec cette vulnérabilité qui brisait toujours le cœur de Victoria. « Je suis tellement fière de vous 2. Je suis fière d'être votre maman. » Debout dans le gymnase de cette école primaire, entourée de familles célébrant les accomplissements de leurs enfants, Victoria a réalisé qu'elle ne construisait plus une famille par obligation ou par fantasme de sauvetage émotionnel. Elle la construisait par amour. Un amour pur, simple, transformateur, qui la changeait autant qu'elle espérait changer la vie de Ruby et Rose. Mais l'amour, apprenait-elle, n'était que le début. Le vrai travail restait à faire. Apprendre à concilier sa carrière exigeante avec les besoins quotidiens de 2 enfants, créer une stabilité tout en maintenant l'empire commercial qui financerait leur avenir et devenir le genre de mère qui méritait la confiance absolue qui brillait sur leur jeune visage. Le défi semblait à la fois insurmontable et absolument nécessaire. Le matin de Noël arriva dans un chaos sans précédent dans l'appartement suite de Victoria. Du papier d'emballage recouvrait toutes les surfaces et la décoration élégante et minimaliste avait été transformée par une explosion de jouets, de livres pour enfants et le genre de désordre joyeux que Victoria n'aurait jamais imaginé dans son espace personnel. « Maman Victoria, regarde ce que le Père Noël a apporté. »
Ruby appela sous le sapin de Noël de 12 pieds que Victoria avait acheté sur un coup de tête la semaine précédente. « Le Père Noël a été très généreux cette année », répondit Victoria. Elle s'installa sur le sol dans son pyjama en soie qui ne survivrait jamais à ce niveau de vie familiale. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon d'ajustements. Les jumelles restaient avec Victoria le week-end et le mercredi soir, ce qui leur permettait à toutes de s'adapter progressivement. Le personnel de Victoria avait été formé pour gérer les urgences familiales et elle avait aménagé une salle de jeu à côté de son bureau pour les moments où les filles devaient l'accompagner au travail. « Ouvre le tien, maman !» Rose pressa un paquet bosselé enveloppé dans du papier cartonné dans les mains de Victoria. À l'intérieur, Victoria trouva une tasse à café décorée d'empreintes de mains et des mots « Meilleure maman du monde » écrits en lettres scintillantes. Le cadeau était imparfait, enfantin et absolument précieux. « On l'a fait en cours d'art plastique », expliqua Ruby fièrement. « Madame Dubois nous a aidés pour l'écriture. »« C'est parfait », dit Victoria, la voix pleine d'émotion. « Je vais l'utiliser tous les matins. » Marc arriva de la cuisine avec un plateau de chocolat chaud et des brioches à la cannelle faites maison. Le voir évoluer avec aisance dans sa cuisine surprenait encore Victoria. Mais elle a découvert que le partage des responsabilités parentales créait un partenariat naturel entre eux. « Les filles ont quelque chose d'important à te demander », a dit Marc en posant le plateau avec un regard significatif à ses filles. Ruby et Rose ont échangé un regard, puis Rose s'est avancée pour parler au nom de toutes les filles. « On a réfléchi à quelque chose de vraiment important. Qu'est-ce que c'est, mes chéries ? Eh bien, on adore faire des soirées pyjama ici, et on adore notre appartement avec papa, mais on se demandait… » Rose chercha du courage auprès de Ruby. « Est-ce que ça te dérangerait si on vivions tous ensemble tout le temps ?» Le cœur de Victoria s'arrêta de battre. Elle s'attendait à cette conversation, mais elle n'avait pas prévu que les jumelles la lanceraient. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?»« Comme une vraie famille », expliqua Ruby. « Où on se réveille ensemble et on prend le petit déjeuner ensemble, et on n'a pas besoin de faire nos valises pour aller d'une maison à l'autre. » Victoria regarda Marc, voyant son incertitude se refléter dans son expression. Ils s'étaient rapprochés au cours du mois dernier, mais ils avaient soigneusement évité de discuter de l'avenir de leur arrangement peu conventionnel. « C'est une grosse décision », dit Marc avec précaution. « Victoria a sa vie ici, et nous avons notre appartement. Fusionner 2 familles n'est pas simple, mais nous sommes une famille », insista Rose avec la logique d'une enfant de 6 ans. « Nous nous aimons, nous prenons soin les uns des autres, et nous voulons être ensemble. C'est ce que font les familles. » Victoria se leva et se dirigea vers les baies vitrées donnant sur les toits de Paris. La neige tomba doucement, créant un paysage hivernal qui semblait trompeusement paisible depuis le 40e étage. « Comment ça vous paraîtrait, les filles ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Toi et papa pourriez partager la grande chambre », suggéra Ruby d'un ton neutre. « Et Rose et moi, on pourrait avoir la chambre avec le joli papier peint. Et on pourrait dîner en famille tous les soirs, regarder des films ensemble et s'entraider quand quelqu'un est triste. Et papa n'aurait pas besoin de faire autant de boulot parce que tu as de l'argent, » ajouta Rose. « Comme ça, il pourrait nous aider à faire nos devoirs et venir à nos activités scolaires. » Marc eut le souffle coupé et on l'entendit à travers la pièce. Victoria se tourna vers lui, le voyant lutter contre des émotions qu'il n'arrivait pas à exprimer. « Mes filles, » dit-il doucement, « demander à Victoria de subvenir à tous nos besoins financiers n'est pas juste. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les relations saines. Mais elle est riche et nous sommes pauvres, et les familles partagent, » répondit Ruby avec une simplicité dévastatrice. « C'est ce que tu nous as appris. » Victoria revint s'asseoir en tailleur sur le sol, attirant les 2 filles près d'elle. « Votre papa a raison, les relations doivent être équilibrées, mais il y a différentes façons de contribuer à une famille. »« Comment ça ?» demanda Rose. « Eh bien, je peux assurer la sécurité financière et un logement confortable. Votre papa vous apporte son amour, sa patience, ses soins quotidiens et sa sagesse en matière d'éducation. Vous deux, vous apportez de la joie, des rires et vous rappelez ce qui est vraiment important dans la vie. Donc, tout le monde donne quelque chose d'important, demanda Ruby. Exactement. Marc s'éclaircit la gorge. Victoria, on devrait en discuter en privé avant. Non, l'interrompit Victoria, surprise par la certitude dans sa voix. Les filles ont raison. On est une famille, et les familles prennent les décisions importantes ensemble. Elle regarda chacune d'elles à tour de rôle. Ruby avec son optimisme intrépide, Rose avec sa douce sagesse, et Marc avec sa force tranquille et son dévouement sans faille envers ses filles. « J'ai une proposition à faire, » poursuivit Victoria. « Et si on passait le reste de l'année scolaire à s'habituer à vivre ensemble ? Marc, tu pourrais emménager dans la suite d'amis avec ton propre espace, et les filles pourraient avoir la chambre qu'elles ont déjà revendiquée. On verra comment ça se passe pour nous tous. Et si ça ne marche pas ? Demanda Marc. « Alors on verra ce qui marche, » répondit Victoria. « Mais je ne pense pas que ça posera problème. » Les jumelles éclatèrent de joie, mais Marc resta sérieux.
Victoria, tu dois comprendre ce que tu t'engages à faire. Les projets scolaires, les jours de maladie, l'adolescence, les frais universitaires. Tu vas devoir te faire du souci pour elle chaque jour de ta vie. Je me fais déjà du souci pour elle chaque jour, admit Victoria. Quand Ruby a un contrôle de maths, j'y pense pendant les réunions du conseil d'administration. Quand Rose attrape un rhume, je cherche des pédiatres. Elles sont dans mon cœur maintenant, Marc. La géographie n'y changera rien. Marc scruta son visage, à la recherche d'un doute ou d'une réserve. Au lieu de cela, il vit la même farouche protection qu'il ressentait depuis le moment où ses filles étaient nées. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il doucement. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Cet après-midi-là, alors qu'il se promenait dans le zoo de Lincoln Park pour admirer les illuminations de Noël, Victoria s'est rendu compte qu'elle voyait la ville différemment. Paris n'était plus seulement le décor de son empire commercial. C'était l'endroit où ses enfants allaient en grandir, se faire des amis, créer des souvenirs. « Maman Victoria », a dit Rose. Rosehomme, en glissant sa main gantée dans celle de Victoria. « Tu es contente qu'on t'ait demandé d'être notre maman ?» Victoria s'arrêta de marcher et s'agenouilla dans la neige, serrant les deux filles contre elle. « Te demander d'être votre mère a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Même mieux que de gagner beaucoup d'argent, demanda Ruby sérieusement. Surtout mieux que de gagner beaucoup d'argent. » Alors qu'elles continuaient leur visite du zoo, Marc marchait à côté de Victoria dans un silence confortable. L'avenir s'étendait devant eux, plein d'inconnus et de défis, mais aussi rempli d'un amour que Victoria n'aurait jamais cru possible. Elle repensa à la coupure de magazine qui avait tout déclenché, désormais encadrée dans la nouvelle chambre des filles. Ruby et Rose avaient vu en elle quelque chose qu'elle n'avait pas vu elle-même. La capacité d'aimer d'une manière qui transforme tout ce qu'elle touche. Demain, il y aurait les formalités juridiques, les ajustements d'horaire et la logistique complexe de la fusion d'une famille. Mais ce soir, il y avait du chocolat chaud et des biscuits de Noël, et deux petites filles qui s'endormaient entre leurs parents en regardant des films de Noël. Victoria Delacroix avait bâti un empire, mais elle découvrait que le projet de construction le plus important de sa vie ne faisait que commencer. 6 mois après avoir emménagé dans le penthouse de Victoria, la famille Delacroix-Moreau avait trouvé son rythme. Marc s'était inscrit à des cours du soir tout en gérant la fondation de Victoria pendant la journée. Les jumelles s'épanouissaient dans leur nouvelle école privée, même si elles insistaient pour rester humbles malgré leur nouvelle situation. « Papa, on peut inviter Emma à dormir à la maison ?» demanda Ruby pendant le petit déjeuner du samedi. Emma était leur amie de leur ancienne école, dont la famille avait toujours des difficultés financières. « Bien sûr, ma chérie », répondit Marc. Mais Victoria remarqua son hésitation. Plus tard, elle le trouva en train de regarder la ligne d'horizon de la ville, perdu dans ses pensées. « Qu'est-ce qui te tracasse ? Parfois, j'ai peur que les filles perdent le contact avec leurs origines. Elles sont tellement bien ici maintenant, elles vivent comme des petites princesses. Et si elles oublient comment vivent la plupart des enfants ?» Victoria comprenait son inquiétude. Les jumelles avaient désormais des vêtements de marque, des tuteurs privés et des opportunités dont la plupart des enfants ne pouvaient que rêver. Mais elle avait remarqué quelque chose de tout à fait différent. « Observe-les avec Emma demain », suggéra Victoria. « Je pense que tu seras surpris. » Quand Emma est arrivée le lendemain, visiblement impressionnée par l'appartement luxueux, Ruby et Rose l'ont tout de suite mise à l'aise. Elles ont choisi des activités simples, ont partagé leurs jouets sans se vanter et ont fait en sorte qu'Emma se sente incluse dans tout ce qu'elle faisait. « Nous aussi, nous vivions dans un petit appartement », a dit Rose à Emma à voix basse. « Ce n'est pas l'endroit où tu vis qui te rend spécial. » Marc a croisé le regard de Victoria à travers la pièce, son inquiétude laissant place à la fierté. Leurs filles n'avaient pas oublié leurs racines. Elles avaient appris la compassion grâce à elle. Mais cette soir-là, une nouvelle inattendue est tombée. Le partenaire commercial de Victoria, Richard, a demandé une réunion d'urgence. « Le conseil d'administration s'inquiète de tes priorités », a annoncé Richard sans ménagement. « Les bénéfices ont baissé de 12%. Tu manques des réunions importantes et les rumeurs sur ta situation familiale affectent la confiance des investisseurs. Ma situation familiale. Adopter des enfants issus de la classe ouvrière qui jouent à la maison avec leur père concierge. Certains investisseurs pensent que tu as perdu de vue ce qui a bâti cet empire. » Victoria sentit le sang se glacer dans ses veines. « Remets-tu en question ma capacité à diriger ma propre entreprise ? Je te préviens que d'autres le font. On parle de demander une révision de la direction. La menace planait entre eux comme une lame. Victoria s'était battue trop dur pour construire les hôtels Delacroix pour les voir s'effondrer maintenant. Mais elle avait aussi trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel empire commercial. Les lignes de bataille étaient tracées, et Victoria allait devoir choisir quelle vie comptait le plus. L'audience pour la garde eut lieu un matin de février, qui correspondait à l'humeur de Victoria.
Malgré sa fortune et ses ressources, la procédure d'adoption avait rencontré des obstacles inattendus lorsque les inquiétudes de Richard étaient parvenues au tribunal des affaires familiales par des voies que Victoria ne pouvait pas prouver, mais dont elle soupçonnait fortement l'origine. « Madame Delacroix, commença le juge, bien que vos ressources financières soient impressionnantes, ce tribunal doit tenir compte de la stabilité de la structure familiale proposée. Vous nous demandez en substance d'approuver un arrangement dans lequel vous, une femme célibataire, co-éleveriez M. Moreau tout en conservant des chambres séparées. L'avocat de Victoria l'avait prévenu que cette question serait soulevée. Les familles modernes présentaient de nombreuses configurations, mais le tribunal familial privilégiait souvent les structures traditionnelles. Votre honneur, notre arrangement donne la priorité aux besoins des enfants par rapport aux attentes conventionnelles. Victoria répondit avec prudence, mais elle pouvait voir le doute dans les yeux du juge. De l'autre côté de la salle d'audience, Ruby et Rose étaient assises avec un tuteur désigné par le tribunal, leur petit visage sérieux, alors qu'elles essayaient de comprendre pourquoi des adultes décidaient du sort de leur famille. « J'aimerais entendre les enfants », annonça le juge. Ruby fut appelée en premier. Sa voix de 6 ans était étonnamment forte lorsqu'elle répondit aux questions sur son bonheur, sa relation avec Victoria et ses sentiments à propos de l'adoption proposée. « Comprenez-vous que l'adoption signifie que Mademoiselle Delacroix deviendrait légalement votre mère pour toujours ?» demanda gentiment le juge. « Elle est déjà notre maman dans nos cœurs », répondit Ruby. « Les papiers, c'est juste pour que ce soit officiel et que les autres le sachent aussi. » Le témoignage de Rose était tout aussi convaincant. Mais Victoria remarqua que le procureur prenait des notes sur la manipulation émotionnelle et le coaching des adultes. Pendant une pause, Marc trouva Victoria dans le couloir, son sang-froid finissant par craquer. « Et si on perd ?» murmura-t-elle. « Et s'ils décident que je ne suis pas apte à être leur maman? Alors on fera appel et on se battra. Et nous continuerons à nous battre jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que les filles ont compris, que c'est l'amour qui fait une famille, pas les papiers. » Mais quand ils sont retournés dans la salle d'audience, l'expression du juge avait changé. Quelqu'un lui avait clairement parlé pendant la pause. Après mûre réflexion, il a annoncé « Ce tribunal demande une évaluation supplémentaire. Nous nous réunirons dans 30 jours pour rendre une décision finale. » Victoria a senti son sang se glacer. 30 jours, c'était 30 jours pour que ses ennemis renforcent leur dossier. 30 jours pour que le doute s'installe. 30 jours pour que 2 petites filles se demandent si leur famille était réelle. À l'extérieur du tribunal, Ruby tira sur le manteau de Victoria. « Maman, pourquoi le juge ne voit-il pas que nous sommes faites l'une pour l'autre? Parfois, les adultes compliquent les choses, ma chérie. Mais tu ne vas pas nous abandonner, n'est-ce pas ?» demanda Rose, ses yeux bruns scrutant le visage de Victoria. « Jamais, promit Victoria, même si la peur lui tordait le cœur. Je ne nous abandonnerai jamais. » Cette nuit-là, après que les jumelles se furent endormies, Victoria prit une décision qui allait tout changer. La réunion d'urgence du conseil d'administration de Victoria se tint à l'aube, la salle de conférence était lourde de tensions et d'accusations tacites. Richard était assis au bout de la table, ses alliés à ses côtés comme des généraux prêts pour la guerre. « Messieurs » a commencé Victoria, d'une voix qui avait l'autorité d'une femme ayant bâti un empire d'1 milliard de dollars. « Je comprends que mon leadership suscite des inquiétudes. »« Des inquiétudes » ricana Richard. « Victoria, tu as manqué 14 réunions du conseil d'administration ce trimestre. Notre expansion à Dubaï est au point mort parce que tu assistais à une pièce de théâtre scolaire. L'audience pour la garde de tes enfants a fait la une de la rubrique Affaires hier. » Des murmures d'approbation parcoururent la table. Ces hommes avaient fait fortune en suivant la vision de Victoria, mais leur loyauté en affaires ne s'étendait pas au-delà des marges bénéficiaires. « Remets-tu en question mon engagement envers cette entreprise ? Nous remettons en question ta capacité à maintenir la concentration qui a permis de bâtir Delacroix Hotels », intervint William Harrison, membre du conseil d'administration. Jouer à la famille avec des cas sociaux n'est pas ce que les actionnaires attendent de leur direction. La cruauté désinvolte avec laquelle il qualifiait Ruby et Rose de cas sociaux déclencha quelque chose de dangereux dans le cœur de Victoria. Elle avait bâti cet empire grâce à une cruauté calculée, mais elle avait appris qu'il y avait des choses plus importantes que les rapports trimestriels. « Je vois », dit Victoria doucement. « Donc, vous pensez que prendre soin de ma famille me rend faible ? Nous pensons que cela vous distrait, » répondit Richard. « Et la distraction coûte de l'argent. » Victoria se leva lentement, sa présence remplissant la pièce d'une sorte de pouvoir silencieux qui intimidait ses concurrents depuis plus de 10 ans. « La distraction ?» répéta-t-elle d'un air pensif. « Laissez-moi vous parler de distraction, messieurs. Pendant 15 ans, j'ai été distraite par votre incompétence, votre manque de vision, votre incapacité à voir au-delà des bénéfices du prochain trimestre. » La pièce devint silencieuse. « Vous pensez que l'adoption de 2 enfants m'a affaibli ? Vous allez découvrir à quel point vous vous trompez. » Victoria ouvrit sa mallette et en sortit une pile de documents.
J'ai passé le mois dernier à mener ma propre enquête sur les activités de l'Hôtel de la Croix. Vous voulez savoir ce que j'ai découvert? Le visage de Richard pâlit. Des honoraires de consultation gonflés versés à la société de votre femme. Richard a reçu des pots de vin de la part d'entrepreneurs travaillant sur le projet de Miami, William. Tu as commis un délit d'initié en utilisant des informations confidentielles sur une acquisition, David. Chaque accusation les frappa comme un coup physique. Victoria avait toujours soupçonné la corruption dans ses rangs, mais le fait de devenir mère avait aiguisé son instinct protecteur au-delà des affaires pour le transformer en quelque chose de primitif. Voici ce qui va se passer, continua Victoria d'une voix d'un calme mortel. Vous allez démissionner de ce conseil d'administration immédiatement, ou je vais vous détruire tous, systématiquement. Tu ne peux rien prouver, s'écria Richard. Je peux et je le ferai, car contrairement à toi, je comprends ce qui vaut la peine d'être défendu. Un par un, les hommes qui avaient remis en question son leadership quittèrent la salle de conférence. Leur carrière était bel et bien terminée. Victoria resta assise, regardant la skyline de Paris, où ses filles étaient probablement en train de prendre leur petit déjeuner et de se préparer pour l'école. Son téléphone vibra, un SMS de Marc. « Les filles t'ont fait une carte pour te souhaiter bonne chance pour aujourd'hui. J'ai hâte de savoir comment ça s'est passé. » Victoria sourit pour la première fois depuis des heures. Elle venait de démanteler un complot contre son leadership. Mais sa famille était fière d'elle pour des raisons bien plus simples. La véritable bataille, cependant, était encore à venir. La salle d'audience était bondée pour l'audience finale d'adoption, mais Victoria remarquait à peine la foule. Son attention était entièrement concentrée sur Ruby et Rose, assises avec le tuteur du tribunal, leurs petites mains jointes pour se soutenir mutuellement. Le mois écoulé avait été brutal. Les journalistes économiques avaient disséqué sa vie privée avec une précision chirurgicale. Ses concurrents avaient tourné autour d'elle comme des vautours, espérant que Delacroix Hotels trébucherait pendant la transition à la direction. Mais Victoria en était sortie plus forte, et son entreprise plus rentable que jamais grâce à sa nouvelle orientation. « Votre honneur », commença le procureur général. « Bien que Madame Delacroix sont indéniables, cette cour doit se demander si une femme avec des obligations professionnelles aussi exigeantes peut offrir la stabilité dont ses enfants ont besoin. » Le nouvel avocat de Victoria se leva immédiatement. « Objection, votre honneur. Madame Delacroix a fait preuve d'un dévouement remarquable tant envers sa famille qu'envers ses responsabilités professionnelles. Rejeté. Continuez, maître. » Le procureur exposa son dossier de manière systématique. L'agenda chargé de Victoria, sa structure familiale peu conventionnelle, les récents bouleversements au sein de l'entreprise. Chaque argument semblait destiné à la faire passer pour une mère indigne, malgré l'amour évident qu'elle portait à ses jumeaux. Puis il appela son témoin surprise. L'État appelle Angela Moreau. Victoria sentit son sang se glacer. La mère biologique des jumelles entra dans la salle d'audience vêtue d'une robe modeste et l'air nerveux. Son abandon il y a 3 ans semblait oublié. « Mademoiselle Moreau, » commença doucement le procureur, « pouvez-vous dire à la cour pourquoi vous avez décidé de demander la garde de vos filles ?»« J'ai remis ma vie en ordre, » répondit Angela d'une voix à peine audible. « J'ai maintenant un travail stable et je réalise que j'ai commis une erreur en les abandonnant. Les enfants doivent être avec leur mère biologique. J'ai remis de l'ordre dans ma vie, » répondit Angela d'une voix à peine audible. « J'ai un travail stable maintenant, et je réalise que j'ai commis une erreur en les abandonnant. Les enfants doivent vivre avec leur mère biologique. » Victoria regarda les visages de Ruby et Rose se décomposer sous l'effet de la confusion et de la douleur. Elle se souvenait à peine de cette femme qui les avait abandonnés. Pourtant, légalement, elle avait des droits dont Victoria ne pouvait que rêver. Marc se leva à moitié de son siège, la rage se lisant sur tout son visage. Mais son avocat le retint. Le contre-interrogatoire révéla la vérité. Angela avait été contactée par des personnes inconnues qui lui avaient proposé un soutien financier pour contester l'adoption. Elle était clean depuis seulement 6 mois et n'avait aucune relation avec ses filles. Mais la biologie avait plus de poids que l'amour et la stabilité devant le tribunal des affaires familiales. L'avocat de Victoria a déclaré lors de sa plaidoirie finale. Ses enfants ont trouvé la stabilité, l'amour et une opportunité auprès de Mademoiselle Delacroix. Les retirer maintenant serait dévastateur pour leur développement et leur bien-être. Le juge a délibéré pendant ce qui a semblé être des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes. La cour a soigneusement examiné tous les témoignages et toutes les preuves, a-t-il finalement annoncé. Bien que la biologie crée certaines présomptions, le bien-être des enfants doit primer. Le juge a délibéré pendant ce qui a semblé être des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes. Ce tribunal a soigneusement examiné tous les témoignages et toutes les preuves, a-t-il finalement annoncé. Bien que la biologie crée certaines présomptions, le bien-être des enfants doit primer. Victoria a retenu son souffle. La demande d'adoption est acceptée. Mademoiselle Delacroix, vous êtes désormais la mère légale de Ruby et Rose Moreau. La salle d'audience explosa.
Ruby et Rose se jetèrent dans les bras de Victoria tandis que Marc les embrassait toutes les trois. Angela partit discrètement, sa brève tentative de maternité prenant fin aussi soudainement qu'elle avait commencé. Mais alors qu'ils fêtaient leur victoire devant le tribunal, Victoria remarqua une silhouette familière qui les observait de l'autre côté de la rue. Richard se tenait à côté d'une berline noire. Son regard promettait que cette victoire n'était que le début d'une guerre plus grande encore. La menace est arrivée à minuit, envoyée par email crypté sur le compte perso de Victoria. Il y avait des photos de Ruby et Rose à l'école, au parc, montant dans la voiture de Victoria. Le message était simple. De belles enfants. Ce serait tragique s'il leur arrivait quelque chose. Les mains de Victoria tremblaient lorsqu'elle a transféré l'email à son chef de la sécurité. La détresse de Richard avait clairement dépassé le cadre des affaires pour devenir quelque chose de plus sombre et de plus dangereux. « Doit renforcer la sécurité immédiatement », a-t-elle dit à Marc lorsqu'elle l'a réveillé. « Les filles ne doivent pas sortir seules. » La désespérance de Richard. Le désespoir de Richard avait clairement dépassé le cadre des affaires pour devenir quelque chose de plus sombre et de plus dangereux. « On doit renforcer la protection immédiatement », a-t-elle dit à Marc lorsqu'elle l'a réveillé. « Les filles ne doivent aller nulle part seules. »« Quel genre de monstre menace des enfants ?» a demandé Marc, la voix pleine de rage et de peur. Le genre de personne qui a tout perdu et qui veut se venger. Le lendemain matin, d'autres nouvelles inquiétantes arrivèrent. Quelqu'un avait posé des questions à l'école jumelle, prétendant faire des recherches sur une histoire concernant l'adoption par des célébrités. Le directeur avait refusé de donner des informations, mais cette intrusion avait été ressentie comme une violation de la vie privée. « Maman, pourquoi avons-nous besoin de garde du corps maintenant ?» demanda Rose alors qu'elle se préparait pour l'école, remarquant le personnel de sécurité supplémentaire. Victoria s'agenouilla à la hauteur de sa fille, choisissant ses mots avec soin. « Certaines personnes sont mécontentes des décisions commerciales que j'ai prises. Jusqu'à ce que les choses se calment, nous sommes extrêmement prudents. »« Tu as peur ?» demanda Ruby, avec la franchise qui surprenait toujours les adultes. « Un peu, » admit Victoria. « Mais avoir peur ne signifie pas que nous devons arrêter de vivre notre vie. Ça veut dire qu'on doit être malin pour protéger ce qui compte le plus. » Les jumelles acceptèrent en cette explication avec la résilience qu'elles avaient développée au cours de leurs premières années difficiles. Elles s'adaptèrent à la présence d'escortes de sécurité, à la modification des procédures de ramassage scolaire et au bouleversement général de leur routine. Mais Victoria avait du mal à supporter le poids de savoir que ses décisions professionnelles avaient mis ses enfants en danger. Elle avait bâti son empire grâce à des tactiques agressives et une concurrence impitoyable, sans jamais envisager que ses ennemis puissent s'en prendre à sa famille. « On devrait peut-être envisager de déménager temporairement », avait suggéré Marc lors d'une réunion de famille d'urgence. « Amène les filles dans un endroit sûr jusqu'à ce que ça se calme. »« Hors de question », avait répondu Victoria avec fermeté. « Fuir leur apprendrait que les tyrans gagnent quand ils menacent. On va affronter ça de front. » La solution vint d'une source inattendue. L'ancienne assistante de Victoria, Marguerite, appela pour lui révéler des informations qu'elle avait entendues lors de ses derniers jours de travail pour la faction de Richard. « Il prépare quelque chose pour le gala de charité de la semaine prochaine », murmura Marguerite au téléphone. « Quelque chose qui aurait pour but de révéler votre vraie nature devant tous vos donateurs et partenaires commerciaux. » Victoria sourit d'un air sinistre. Richard commettait l'erreur classique de sous-estimer son adversaire. « Laisse-les venir, dit-elle à Marc. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. » Le gala de charité annuel de la Fondation Delacroix était l'événement mondain le plus important de Paris, auquel assistaient des politiciens, des chefs d'entreprise et des philanthropes de tout le Midwest. Cette année, il allait également servir de terrain de bataille pour la confrontation finale entre Victoria et ses ennemis. Alors qu'elle s'habillait pour la soirée dans une magnifique robe bleu nuit, Victoria ressentit le calme familier qui précédait les négociations commerciales importantes. Cette année, il allait également servir de champ de bataille pour la confrontation finale entre Victoria et ses ennemis. Alors qu'elle s'habillait pour la soirée dans une superbe robe bleu nuit, Victoria ressentit le calme familier qui précédait les négociations commerciales importantes. Mais cette fois, elle ne se battait pas pour des marges bénéficiaires ou des parts de marché. Elle se battait pour sa famille. La salle de bal du Delacroix Grand Hôtel scintillait de lustres en cristal et de robes de créateurs alors que l'élite parisienne se réunissait pour le gala de charité. Victoria se frayait un chemin à travers la foule avec une grâce acquise par l'habitude, mais son attention restait fixée sur l'entrée principale, attendant que Richard fasse son entrée. Les jumelles étaient assises à une table réservée avec Marc, toutes deux vêtues de robes en velours assorties et rayonnantes de fierté à voir leur mère inspirer un tel respect. Elles avaient insisté pour être présentes malgré les problèmes de sécurité, car elles voulaient soutenir leur maman lors de cette soirée importante.
L'attaque planifiée eut lieu pendant le discours de Victoria sur les nouvelles initiatives de la Fondation en faveur des enfants défavorisés. Alors qu'elle parlait de seconde chance et du pouvoir de l'amour pour transformer des vies, Richard se leva dans le public. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix forte, vous êtes trompés par une femme qui a abandonné ses responsabilités fiduciaires pour jouer à la maman avec les enfants d'inconnus. » Des murmures parcoururent la foule, mais Victoria resta calme à la tribune. Madame Delacroix a adopté ses enfants pour se faire de la pub, a continué Richard, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse. Elle utilise leur pauvreté comme un accessoire pour son image de marque, tout en négligeant l'entreprise qui lui a permis de faire fortune. Victoria l'a laissé terminer, puis s'est approchée du micro. Richard a raison sur un point, a-t-elle dit d'une voix claire. J'ai bien adopté Ruby et Rose Moreau, et ça a complètement changé mes priorités. Elle fit un geste vers ses filles, qui étaient assises, et la regardaient avec de grands yeux. Il y a 6 mois, je pensais que le succès, c'était les marges bénéficiaires et la domination du marché. Puis 2 petites filles m'ont demandé d'être leur mère, et j'ai découvert ce qu'était vraiment le succès. Victoria activa l'écran de présentation derrière elle, affichant les rapports financiers de l'Hôtel Delacroix. Depuis que je suis mère, notre entreprise a enregistré des bénéfices records, s'est développée sur 3 nouveaux marchés et a augmenté la satisfaction de ses employés de 40%. Car quand on comprend ce qui compte vraiment, tout le reste devient plus clair. Le public commença à se rallier à sa cause alors que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Mais Richard a aussi raison de dire que ses enfants m'ont changé. Ils m'ont appris que le vrai pouvoir ne consiste pas à écraser ses adversaires. Il s'agit plutôt d'aider ceux qui en ont besoin. Victoria appuya sur un autre bouton et l'écran afficha des images des programmes élargis de la Fondation, banques alimentaires, fonds de bourse d'études et centres de formation professionnelle. Cette année, la Fondation Delacroix investira 50 millions de dollars dans des programmes destinés aux familles en difficulté. Parce que Ruby et Rose m'ont aidé à comprendre que le succès en affaires ne signifie rien s'il ne sert pas une cause plus grande. L'ovation debout a commencé lentement, puis s'est transformée en applaudissements tonitruants. Le visage de Richard est devenu rouge lorsque sa tentative de sabotage s'est complètement retournée contre lui. Mais Victoria n'avait pas fini. « J'ai une autre annonce à faire », a-t-elle poursuivi, alors que les applaudissements s'estompaient. La Fondation Delacroix est heureuse d'annoncer le programme de bourse d'études de la famille Moreau, qui offre un financement complet pour les études universitaires aux enfants issus de familles monoparentales. Elle regarda directement Marc, dont les yeux se remplirent de larmes de gratitude et de fierté. Parce que parfois, les meilleurs investissements ne se font pas dans des bâtiments ou des entreprises, mais dans la conviction que quelqu'un mérite une chance de changer son destin. Après le gala, alors que la famille rentrait ensemble à la maison, Ruby grimpa sur les genoux de Victoria, tandis que Rose se blottissait contre Marc sur le canapé du penthouse. « Maman, tous ces gens t'ont applaudi ce soir », fit remarquer Ruby. « Tu es célèbre ?»« Non, ma chérie, je suis juste quelqu'un qui a appris ce qui compte vraiment. »« Ce qui compte vraiment ?» demanda Rose d'une voix endormie. Victoria regarda sa famille. Marc corrigeait des copies pour ses cours de commerce. Ruby dessinait leur soirée. Rose luttait contre le sommeil malgré son excitation. Cette Victoria répondit simplement « Ce moment, cette famille, cet amour, tout le reste n'est que détail. » 6 mois plus tôt, Victoria Delacroix était la reine de glace du monde des affaires parisien. Une femme qui mesurait la valeur des gens à leurs bénéfices trimestriels et aux acquisitions de leur entreprise. Ce soir, elle était juste une maman, qui bordait ses filles dans leur lit, leur lisait des histoires et leur promettait d'être là quand elles se réveilleraient. L'Empire était toujours là, plus fort que jamais, mais il ne la définissait plus. Ruby et Rose lui avaient demandé d'être leur maman, et en devenant exactement ça, Victoria avait découvert la personne qu'elle avait toujours été destinée à être. « Je t'aime, maman », murmura Rose, alors que Victoria l'embrassait sur le front. « Je t'aime aussi, ma chérie, toutes les deux, pour toujours et à jamais. » Dehors, les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles, et le monde de Victoria Delacroix était enfin parfaitement complet.